Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Épisode 7. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'aborder un sujet capital, un sujet qui nous parle à nous tous, puisque ce terme, en fait, finalement, il revient tout le temps. On le voit partout sur Internet. Et aujourd'hui, on va parler de soft skills. Qu'est-ce que c'est que les soft skills ? De quoi parle-t-on de ces fameuses compétences douces ? Alors, j'accueille aujourd'hui Pascal Aumont. A priori, on ne le présente plus, mais bon, sait-on jamais, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, il est formateur, conférencier, il est spécialiste de la prise de parole en public. Je vous conseille d'aller voir son cours sur le juriste de demain, dédié à ce sujet en particulier. Alors, sans plus attendre, je vous laisse découvrir nos échanges. Bonjour Pascal, comment tu vas ? Bonjour Tony, ça va bien et toi ? Oui, ça va très bien. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir sur ce podcast Change, ce podcast qui va aider les acteurs du droit à sortir de leur zone de confort. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel et c'est encore une fois pour la raison pour laquelle je suis vraiment content de t'accueillir sur ce podcast. On va parler soft skills. Oui. Donc, je vais te laisser t'introduire, te présenter à notre audience et puis ensuite on va aller en profondeur sur le sujet. Oui. Eh bien, moi, mon métier, c'est d'aider les gens à progresser sur leur communication orale, la prise de parole en public, le PowerPoint efficace, l'animation de réunion, tout ce qui tourne autour de la communication orale. Et je fais ça en formation, je fais ça en conférence, je fais ça en atelier et je fais ça aussi en e-learning. Et en parallèle, je suis également comédien. Et avant, dans ma vie d'avant, il y a très longtemps, j'étais ingénieur en informatique. Comme quoi, ça mène à tout. Excellent. Diversité de parcours du coup. Donc tout à fait. C'est super. Je pense que ça apporte beaucoup. Oui. La diversité. Oui, tout à fait. D'avoir vraiment ce background qui est divers et varié. On rentre dans le vif du sujet du coup sur les soft skills. Dis-moi pourquoi aujourd'hui les compétences comportementales se révèlent-elles seulement aujourd'hui en fait ? Pourquoi on a ce sujet qui vient se poser au sein de nos sociétés aujourd'hui ? À mon avis, le sujet existe forcément depuis toujours. Tout ce qui est soft skills, ça existe depuis toujours. Mais le sujet vient aujourd'hui parce que certainement, c'est aujourd'hui qu'on en a besoin. Et à mon avis, si on en a besoin aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on est dans une société qui est assez en crise, où on est toujours en recherche de sens par rapport à ce qu'on fait dans l'entreprise, par rapport à ce qu'on fait en tant qu'indépendant. On est toujours en recherche de sens et en recherche de sens aussi dans les relations qu'on a aux autres. Et ça doit être pour ça que les soft skills sont devenus un sujet très, très important aujourd'hui et depuis, on va dire, depuis une dizaine d'années. Ce sont vraiment des sujets qui, dans les entreprises, dans les structures, sont vraiment très, très importants. À mon avis, c'est cette recherche de sens dans une société qui est difficile. Je lisais un article il y a quelques années, là encore, qui mettait en parallèle le fait que la technologie était pour quelque chose aussi, le fait que il y a cette fameuse peur, entre guillemets, que les robots prennent la place des travailleurs, tout ça, voilà. Et du coup, il y a eu un contre-courant qui s'est dit, on va parler soft skills pour justement contrebalancer les choses et faire comprendre aux gens que, en fait, non, la technologie ne peut pas à elle seule tout résoudre et que les soft skills sont importants. Qu'est-ce que tu en penses de ce courant aussi de pensée qui existe ? Oui, la technologie peut pas tout résoudre. Et effectivement, on se rend compte que la technologie va pouvoir remplacer un caissier ou une caissière dans un supermarché et que peut-être d'ici 10 ans ou 20 ans, il y aura plus de toute personne aux caisses des supermarchés. Ce qu'on peut regretter parce que c'est aussi du contact humain qu'on peut avoir avec les gens aux caisses des supermarchés. Mais bon, voilà. Enfin, je crois que c'est assez inévitable et la société évolue dans ce sens. Et il reste des domaines dans lesquels, effectivement, comme tu le dis, le robot ne remplacera jamais l'humain. Si on parle de management, par exemple, voilà, quand quelqu'un est manager d'une équipe, il va pas se faire remplacer par un robot pour faire les entretiens avec ses collaborateurs, pour réussir à les motiver, pour réussir à leur faire adopter un objectif commun. Quelqu'un qui doit, si on en revient au sujet de la prise de parole en public, quelqu'un qui doit prendre la parole en public, il va pas le faire par un robot, ou alors ce sera pas très bien fait. Et même
quand on prend un train, par exemple, on est tranquillement à la gare de Lyon, on doit prendre son Mhm. train, et puis on a la petite dame qui nous parle, qui nous dit le train en partance de Montereau partira à 15h42. Bon, Oui. c'est un peu mieux que ça, en fait. Là, j'exagère le truc. Mais à la base, il y a quand même une vraie dame qui fait cette Mhm. voie-là. Et après, il y a un C'est vrai. robot qui l'a retravaillé. Mais donc, C'est vrai. oui, heureusement, la société ne sera jamais gérée que par les robots. Mais Mhm. effectivement, il y a cette peur, et comme on réagit et on prend aussi beaucoup nos décisions avec nos émotions, et ben Mhm. cette peur, forcément, elle agit sur ce retour de se dire bon bah voilà, faut qu'on travaille sur nos qualités humaines, le savoir-être, sur les soft skills pour être le plus Mhm. performant possible Mhm. dans nos structures. Ouais, justement, de ton expérience, quelles sont les compétences comportementales les plus recherchées selon toi en milieu professionnel? Je pense que ça dépend des structures, ça dépend de la taille des structures, ça dépend des domaines dans lesquels Mhm. sont les structures. Mhm. Disons que si on se fie à ce qu'on voit sur les offres d'emploi, à ce qu'on lit sur LinkedIn, eh ben on se dit Mhm. bon bah ce qui est le plus recherché, ce sont des gens qui sont capables de manager avec bienveillance. Ce sont des gens qui sont à la fois techniquement très forts, mais qui ont aussi une grande appétence pour l'humain. Enfin, on trouve des tas de choses autour de l'humain. On va vraiment trouver ça. Ouais. Après, dans la réalité, c'est peut-être un petit peu différent. Et puis, quand moi, je fais beaucoup de formations dans les grandes entreprises, Mhm. donc j'entends ce qui se dit. Et souvent, quand on arrive dans une entreprise, on arrive à une formation, on a 7, 8 personnes de l'entreprise, Mhm. on fait un tour de table, chacun explique ses motivations pour la prise de parole en public. Oui, bah moi je dois prendre la parole face à mon équipe, j'aimerais être plus C'est souvent performant. donc, excuse-moi, c'est Vas-y. souvent des managers en fait que tu formes du coup. Oui, mais pas forcément. D'accord, Il peut y avoir aussi, d'accord. par exemple, si je vais dans une mutuelle, il m'arrive souvent d'aller dans les mutuelles, dépensent beaucoup pour la formation, et il m'arrive souvent Mhm. d'aller dans des mutuelles, et il y a des gens qui travaillent en agence et qui disent bah moi je suis face alors dans les mutuelles on dit pas le client, on dit Mhm. tu vas m'aider, je ne sais plus comment on dit, Mhm. le mutualiste peut-être, quelque chose comme ça. Bref, D'accord. et moi je Mhm. suis souvent face à ces personnes-là, et j'ai besoin, quand j'en ai 4, 5 à qui je dois expliquer quelque chose, ou quand je dois aller expliquer des choses en école, j'ai Mhm. besoin de prendre la parole en public. Je suis pas manager dans la vie, mais j'ai besoin Mhm. de prendre la parole en public. Et on se rend compte que dans les structures maintenant, tout le Mhm. monde doit développer cette compétence de prise de parole en public, parce que c'est ce qu'on demande. Il y a plus grand monde qui est enfermé dans son bureau. Et En donc, effet. quand on est en formation, on fait ce tour de table, on nous dit, bah voilà, oui, moi je voudrais prendre la parole en public mieux en réunion, ou au comité de direction, si effectivement je suis manager et je vais défendre des choses face au comité de direction, ou Mhm. je dois intervenir de temps en temps dans le séminaire où il y a 150 personnes. Enfin, c'est difficile. Oui. Et donc, bon, ce sont ces demandes-là qui sont là. Et puis, quand on passe 2 jours avec un groupe, bah, ça permet de Mhm. gratter un petit peu et puis d'écouter un petit peu. Et on se rend compte que oui, on demande des compétences humaines en entreprise. Oui, on demande Mhm. aux gens d'être capables de manager avec bienveillance. Il y a tout un tas de mots comme ça qui sont très, très à la mode. Oui. Et on se rend Mhm. compte que dans certaines grandes structures, en fait, on est dans quelque chose qui reste assez traditionnel, assez D'accord. hiérarchique, assez vertical, et que ce qui est affiché n'est pas forcément. Je parlais des mutuelles, je pense pas du tout aux mutuelles, hein, mais ce qui est affiché n'est pas D'accord. forcément ce qu'on retrouve sur le terrain. Et il y a des secteurs où on est sur des managements très verticaux, sur des Oui. choses très hiérarchiques. Donc, oui, il y a une volonté, tout le monde affiche des valeurs. Toutes les entreprises maintenant ont leurs 4 ou 5 valeurs. Alors, on retrouve toujours innovation, etc., Mhm. l'humain, l'expertise. Et puis, bah, dans la réalité, quand on gratte un peu, on sent que parfois, ouais, ces valeurs, on voudrait y arriver, on voudrait les atteindre, mais on n'y est pas encore forcément. D'accord. Non, c'est intéressant parce que ça fait écho avec ce que pense Stéphane Mallard. Hein. J'imagine que tu dois le connaître, Mm. qui a écrit son livre Disruption, où effectivement il tape sur les banques comme pas possible. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai pas Et- lu le livre, mais effectivement, oui, on en oui. parle beaucoup, ouais. Et donc du coup, c'est intéressant. C'est vrai que en fait, au final, il faisait également ce constat que tu fais, à savoir dans les grosses structures aujourd'hui, on a toujours
ce côté traditionnaliste du management qui est toujours là et qui a beaucoup d'impact, en tout cas voilà, qui est toujours existant, quoi. Et que, en gros, les structures n'ont pas encore renouvelé leur modèle de management. Bon, c'est un sujet parce que c'est vrai que au sein des structures juridiques, j'entends cabinet d'avocats et direction juridique par exemple, c'est vrai que c'est un vrai sujet, le management. Hein, c'est effectivement, enfin en tout cas les soft skills sont beaucoup recherchés parce c'est des environnements dans lesquels il faut vraiment avoir ces qualités qui permettent vraiment de pouvoir échanger sans blesser, voilà, avec beaucoup d'empathie. Tout à fait, ouais. C'est vraiment très recherché, quoi. Du coup, là, effectivement, c'est un constat que tu as fait au sein donc des structures, des entreprises dans lesquelles tu es intervenu. Tu as remarqué que la prise de parole en public, c'était quelque chose qui revenait souvent. Oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui des compétences soft skills qui sont très importantes, qui sont, on va dire, cardinales et qui, effectivement, devraient pouvoir être acquises par tout le monde aujourd'hui, en tout cas dans un milieu professionnel. Si tu devais en choisir 3 aujourd'hui, quelles seraient ces compétences? Alors, je mettrais toujours la prise de parole en public comme soft skill. Il y a aussi, aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entreprises utilisent certains modèles pour mieux communiquer, qui sont les modèles du type DISC, Process Communication, MBTI. Ce sont des modèles où on définit plusieurs types de personnalités et grâce à ces modèles, souvent on passe un questionnaire et du coup on s'identifie. Alors sur le DISC, par exemple, je prends l'exemple du DISC. Oui, si tu peux définir DISC comme ça, parce que c'est vrai que notre audience, ils sont pas du tout, je sais pas, en tout cas peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais il y en a peut-être beaucoup qui connaissent pas. Donc si tu peux vraiment, oui, creuser un tout petit peu. Oui, je vais creuser du côté du DISC parce que c'est le plus simple des 3 que j'ai cités. Parfait. Dans le DISC, il y a 4 profils. En fait, dans le DISC, on dit bon, alors dans la vie, on va prendre 2 axes. Dans la vie, soit on estime que la vie c'est une succession d'épreuves, soit c'est une succession d'opportunités. Et face à ces épreuves ou ces opportunités, en fonction de la manière dont on voit le monde, est-ce qu'on est plutôt agissant ou est-ce qu'on est plutôt adaptant? Et avec ces 2 axes, du coup, on crée 4 cadrans. On crée un cadran avec quatre couleurs avec ces 2 axes. Il y a du rouge, du jaune, du vert et du bleu. Alors, pourquoi ça s'appelle le disque? Parce que le rouge, c'est ce qu'on appelle la couleur de la dominance. Le D de disque, c'est des gens qui voient plutôt le monde comme une succession d'épreuves et qui sont agissants. Donc, ce sont des gens qui vont être souvent très synthétiques, qui vont vouloir aller droit au but, pour lesquels les objectifs, les priorités sont vraiment importantes, qui vont emmener les gens dans leur truc et qui vont parfois avoir une communication un peu brusque. Et puis en dessous, on a les gens qui, enfin pas en dessous, mais les gens qui voient plutôt le monde comme une succession d'opportunités dans lesquelles ils sont agissants. C'est la couleur jaune, le I de influence, parce que ce sont des gens qui ont un vrai rapport important à l'humain et entre guillemets à l'amusement. Donc ce sont des gens qui vont avoir besoin de d'abord créer un vrai contact, mais très chaleureux, sur le ton de la plaisanterie, de la complicité, pour pouvoir réussir à bien communiquer. Ça va être les gens un peu apéro, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin de créer ça avant de. Ça veut pas dire qu'ils travaillent moins bien, mais ils travaillent peut-être différemment. Bien sûr. Ensuite, il y a les gens qui voient le monde comme une succession d'opportunités, mais qui sont plutôt adaptants par rapport à ça, pas agissants, mais adaptants. C'est le S de stabilité, c'est la couleur verte. C'est la couleur de la nature. Ce sont des gens qui sont très en connexion avec les autres, mais qui sont plutôt discrets, qui vont pas être des grandes gueules entre guillemets, mais qui vont plutôt être discrets, qui vont être le ciment dans une équipe, qui vont faire attention à ce que tout le monde aille bien. Souvent, ils ont aussi ils ont des valeurs très profondes, très ancrées, auxquelles ils tiennent beaucoup. Et puis après, le quatrième, c'est le bleu, c'est le C de conformité, les gens qui voient le monde comme une succession d'épreuves et qui sont plutôt adaptants par rapport à ça et non pas agissants. Ce sont des gens qui sont du coup très rattachés à tout ce qui est process, à tout ce qui sont très analytiques, qui aiment bien rentrer dans le détail parce que c'est ça qui va les rassurer. Donc ils sont sur ce mode de communication là. Et le modèle DISC, comme tous les autres modèles de personnalité, dit évidemment on n'est pas qu'une seule couleur. On a un peu des 4 couleurs, mais on a une ou 2 couleurs qui sont des couleurs
dominante. Dominante. Et parfois, on va avoir du mal à communiquer avec les autres parce que si j'ai une couleur dominante jaune, donc j'aime bien plutôt créer de la plaisanterie, de la complicité et être très créatif, très ludique, et qu'en face j'ai quelqu'un qui va plutôt être dans une dominante bleue, donc qui va se rattacher beaucoup au processus, qui va être très analytique, très dans le détail, la communication va être difficile. Parce qu'on parle pas de la même manière. Le premier, il va arriver en disant, bon alors, dis donc Stéphane, tiens, on va prendre un café là avant de parler du projet. Ça m'a saoulé d'ailleurs. Et l'autre en face, il est là, bien, je préférerais qu'on rentre plutôt dans le détail du projet point par point. Je t'ai fait un rapport en 17 points. Je caricature et ouais, effectivement. On les reconnaît. Et souvent, d'ailleurs, ce qui peut apparaître comme des défauts, c'est souvent des qualités. On aime bien qu'un juriste, par exemple, soit vraiment attaché au process et aux détails, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué pour bien faire son travail. Et donc tout l'objet de ces modèles et du disque, c'est de se dire je me connais mieux, donc je sais quels sont mes modes de communication à moi, et je sais identifier quel est le mode de communication de l'autre, et si je veux réussir à bien travailler avec l'autre, alors je vais m'adapter à l'autre pour réussir à bien communiquer et bien travailler avec l'autre. Ça, pour moi, ce sont des compétences essentielles pour réussir à travailler ensemble, à communiquer ensemble. Ce sont des choses qui marchent aussi, évidemment, dans la vie personnelle. Et ce sont des choses sur lesquelles on travaille de plus en plus dans les entreprises. Les gens passent le questionnaire, se connaissent mieux, ils voient aussi quelles sont les couleurs des autres, ils connaissent mieux les autres, et c'est très ludique, et on apprend à mieux communiquer. C'est très important, c'est capital ce que tu dis, parce que du coup ça permet aussi à ceux qui n'ont par exemple jamais fait ce test là, ces tests finalement sont des tests pour se découvrir, pour apprendre à se connaître. C'est vrai que ça peut donner des indications sur comment du coup aborder certains aspects de la vie professionnelle, et là ça me fait venir sur justement la relation client, qui, comme tu peux l'imaginer, disons, je dis que c'est le talon d'Achille de la profession d'avocat, mais le problème de ça, c'est que j'avais déjà dit dans un article plus tôt que le taux horaire, c'est le talon d'Achille de la profession d'avocat. On a deux talons finalement, tu sais. Exactement. C'est un autre sujet, mais voilà, l'approche elle est là, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait que la relation client, c'est vraiment une problématique que rencontrent beaucoup d'avocats, et c'est vrai que ça me fait penser, tout ce que tu viens de dire là me fait penser vraiment à cela. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles de ta formation sur la relation client, parce que je sais que tu en proposes une. J'aimerais bien que tu nous en touches un tout petit peu, un mot, pour justement nous dire de comment tu la traites en fait, comment tu fais cette formation. Oui. Alors la formation sur la relation client, je la traite à partir de deux outils qui sont le théâtre et qui sont l'outil du disque. D'accord. Voilà, alors en fonction des besoins exprimés dans telle ou telle structure, on équilibre que du théâtre, que du disque, les deux, voilà. Et l'idée, c'est de se dire, le théâtre, ça permet de créer des mises en situation, et dans les mises en situation où parfois, moi, je suis amené aussi à jouer un rôle pour pousser les gens un peu dans leur retranchement, on se rend compte de ce qui se passe pour nous. Et puis le disque, il permet de relativiser, de se dire ok, si ça se passe pas bien, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question de valeur, c'est vraiment juste une question de communication. Donc j'utilise des outils où en fait je pars vraiment des situations que connaissent les gens. Alors par exemple, si je suis face à un groupe de juristes, je vais dire quelles sont les situations dans lesquelles vous avez rencontré des difficultés. Et par exemple, un avocat va me dire j'étais avec un client, et puis le client a fini par claquer la porte, a quitté mon cabinet, à pas vouloir travailler avec moi parce qu'il disait qu'il comprenait rien. Franchement, faut qu'il me fasse confiance, quoi. Et là, on dit ok, on va refaire la scène. Donc, comment était ton client ? Mon client, il était plutôt détaché, il avait un air un peu méprisant, machin. Ok, d'accord. Donc, moi, je joue le client, et puis je dis on va rejouer la scène. Donc, on rejoue la scène. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que si la personne a réussi à bien me décrire le client, et si moi, je réussis à bien l'interpréter, et souvent c'est le cas parce que ça me permet, moi, de me raccrocher en fonction de ce qu'on me dit, de la description qu'on me fait, je dis, OK, donc ça, c'est un client qui était plutôt
qui était plutôt très rouge avec avec un peu de bleu. Donc je vais le jouer très rouge avec un peu de bleu. Et là après, ça s'est passé exactement comme ça. Ok, d'accord, c'est passé exactement comme ça. Et là on fait le débrief avec les autres en disant mais parce que souvent ce sont les extérieurs qui font bah oui, mais c'est normal que ce soit passé comme ça parce que tu as utilisé du jargon, l'autre il a pas envie du tout d'entendre de jargon. Et je connais pas très très bien encore les métiers de juriste, les métiers d'avocat, tout ça. Droit, oui. Mais j'ai le sentiment que ce sont des métiers où il y a beaucoup de jargon, comme comme chez les médecins par exemple, ou comme y a que ça. voilà, ou comme chez les informaticiens. Moi, je suis un ancien ingénieur en informatique, donc ce sont des métiers où il y a beaucoup de jargon et où peut-être qu'une des grandes difficultés, c'est de se mettre au niveau de la personne qu'on a en face de soi. Exactement. Et donc, dans la relation client, on travaille à partir d'exercices de théâtre pour dire très bien. Donc là, on a vu que ça s'était mal passé parce que la personne a utilisé beaucoup de jargon et en plus, d'un point de vue corporel, se tenait avec le menton un peu levé, d'un air un peu méprisant. On va travailler autour de ça, autour du corporel et autour des mots. Et on refait. Et une fois qu'on refait, voilà. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Alors, mais le jargon, quelle clé tu peux donner pour qu'on puisse justement s'en passer? Alors, c'est intéressant. C'est vrai que c'est comme les médecins. Enfin, je veux dire, nous, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, effectivement, on a du jargon comme pas possible. Et c'est vrai que lorsqu'on s'adresse à un client, c'est difficile quelque part de pouvoir, en tout cas, lui expliquer une situation juridique sans pour autant utiliser ce jargon. Ouais. Il y a un exercice qui marche bien, c'est de dire, OK, on va refaire et maintenant tu vas imaginer que la personne que tu as en face de toi est un enfant de 8 ans. Et là, tu parles à un enfant de 8 ans, tu es obligé d'utiliser des mots compréhensibles par un enfant de 8 ans. Donc c'est une première étape, bien sûr, parce qu'on va pas parler à des adultes comme à des enfants de 8 ans. Mais dans cette première étape, du coup, on a trouvé des mots qui ont permis de vulgariser. Et une fois qu'on a trouvé ces mots, je dis, maintenant, tu t'adresses à un adulte, mais par contre, tu vas utiliser les mêmes mots, les mêmes concepts que tu as utilisés face à un enfant de 8 ans. Par contre, tu vas lui parler comme un adulte. Et comme ça, on retrouve, ça oblige à faire cette démarche de vulgarisation. Et ça me fait penser à une émission qui passe sur France Inter le dimanche soir, je crois, où il y a je sais plus comment s'appelle l'émission. Je ne connais pas. C'est une émission où des enfants de 5 ans, 10 ans posent des questions par téléphone et sur un répondeur. Et puis après, on prend une question. Pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Voilà, un enfant de 6 ans qui pose la question pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Et l'animatrice de l'émission invite un scientifique. Ce sont des grands scientifiques qui viennent répondre à cette question. Et ce qui est génial, c'est que ils répondent à cette question en répondant à l'enfant qui a posé la question. Et en tant qu'adulte, c'est fabuleux d'écouter ça parce que on comprend tout. On comprend vraiment tout. Donc c'est vraiment une bonne solution. Une bonne solution. Je suis d'accord. Ouais, je trouve que là, pour le coup, je suis en train d'imaginer ça en train de ça. En train d'expliquer un concept un peu compliqué, un peu abrupt. C'est vachement intéressant. La partie où vraiment, effectivement, on s'adresse à un enfant de 8 ans, c'est vrai que du coup, on fait l'effort de trouver un bon vocabulaire qui va lui parler. Et c'est très concret ce que tu dis, en fait, en réalité. Ah oui. En fait, c'est du concret, c'est du bon sens. C'est ça. Si on s'exerce, on peut vraiment y arriver. Donc, vachement intéressant. Je vais te donner un cas pratique, là, parce que c'est dans l'émission, enfin, dans l'enregistrement, l'idée, dans le podcast, c'est ça, on part à un moment donné sur une logique de cas pratique et on essaie de décortiquer un tout petit peu. Donc, je suis avocat. Oui. Niveau client, je me plains pas, c'est-à-dire que effectivement le business tourne bien. En revanche, la relation que j'ai avec mes clients est catastrophique. D'accord. C'est-à-dire que je leur parle très peu. À vrai dire, j'essaie même de ne pas leur parler. Si je peux éviter de leur parler, c'est-à-dire qu'on s'envoie des mails, ça suffit, c'est parfait. D'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai eu des retours. Il m'est souvent reproché de ne pas répondre à leurs appels ou emails. D'accord. Aujourd'hui, moi, franchement, j'aimerais vraiment améliorer ça. En tout cas, changer d'habitude ou changer d'organisation. Comment je pourrais mettre en place des actions concrètes en 5 étapes?
Ah bah voilà, alors ça c'est très intéressant comme cas et ça dépasse ma compétence. Mhm. Parce que là, parce que ma compétence elle est sur la communication orale et là on est quand même sur une question de qu'est-ce qui me motive quoi. Visiblement, tu es Mhm. avocat, tu as pas envie de parler oralement à tes clients, c'est que ça te saoule, j'imagine. Non, après ça peut, oui, ça peut me saouler, ça peut aussi être, je suis pas quelqu'un de très ouvert qui a envie de parler non plus, j'ai pas envie aussi, j'ai peur que en fait, en gros, le client, si je lui parle, il prenne tout mon temps. Ouais, je comprends. J'ai pas le temps en fait de parler quoi. Il faut que le client le comprenne, mais généralement il le comprend pas. Eh, Donc, il y a tous ces aspects-là qui se mélangent et c'est vrai que du coup j'ai envie de me concentrer et pouvoir être le plus efficace possible. Mais quand il m'envoie des mails tout le temps, franchement c'est un peu embêtant quoi. En fait, ce que tu me dis en plus, ce qui est sympa, c'est que dans le jeu de rôle que tu me proposes, ça tourne bien. Donc finalement, t'as pas. Si à un moment donné tu te poses la question, c'est qu'il y a un problème et que tu as conscience du problème. Il y a quelque chose qui Oui, t'a fait prendre conscience du problème, c'est qu'il y a certains clients qui ont dû te dire, écoutez maître, vous êtes sympa comme tout, mais franchement, j'aimerais que ça se passe différemment, c'est ça ou c'est pas? ça, Ouais. exactement, exactement, exactement ça. Alors, il faut entendre la motivation du client. Pourquoi est-ce Mhm. que le client dit ça? Parce qu'il y a des gens qui vont être très heureux de cette situation, qui vont être très heureux de communiquer que par mail, qui n'aiment pas trop Mhm. prendre le téléphone. Il y a des gens à qui ça va convenir très bien. Et donc, on est Mhm. encore dans la question de s'adapter à l'autre. Euh, Mhm. quand on a un client, quand on est un prestataire face à un client, et un avocat est un prestataire face à un client, Oui. il y a le côté le client est roi. Et Mhm. alors, l'avocat, le prestataire est le boss parce que c'est lui qui gère sa prestation, mais le client est roi. J'aime bien distinguer le boss du roi. J'ai fait beaucoup de C'est vrai. formations relations Mhm. clients en restauration notamment. Et en D'accord. restauration, je dis ça, je dis quand vous êtes serveur ou serveuse dans un restaurant, le client est roi, mais vous êtes le boss. Donc il faut que ce soit vous qui meniez la conversation, mais Mhm. toujours en faisant en sorte que le client ait envie de revenir dans votre restaurant. Donc Très important ce que tu dis là. ah bah oui. C'est remarquable. Super. Ah bah écoute, heureux que ce soit remarquable. Et donc, vous êtes le boss, le client est roi, et donc il faut s'adapter au client si on veut qu'il continue à travailler avec nous et si on veut que le client soit heureux. Et on Mhm. veut que le client soit heureux. Donc, c'est identifier clairement quels sont les besoins du client. Si c'est un client qui a besoin de quelque chose de super synthétique, de super précis, de court, efficace, alors je lui donne du Mhm. court, de l'efficace, synthétique par mail. Si c'est un Mhm. client qui a besoin de parler, alors je prends le temps de lui parler. Et évidemment, D'accord. ça mange sur le temps d'autres choses, Mhm. mais à terme, ça préserve la relation client. C'est vrai. Donc respecter le besoin du client tout en gardant la maîtrise des choses. Mais jamais Mhm. prendre le client de haut, bien sûr. Et jamais Bien prendre le sûr. client de haut. Bien sûr. Ok. Donc en gros, ce que tu me dis finalement, c'est il faut que je m'adapte en fonction des clients, quoi. Il faut que Bah ouais. je fasse cette différenciation au final, quoi. Ah ouais, c'est un client, hein. C'est un client Ouais. et le client, on veut le fidéliser, on veut qu'il soit content. Mhm. Mais tu vois, je m'identifie à ça aussi dans la mesure où je n'aime pas trop le téléphone. J'aime pas trop prendre mon téléphone et appeler des gens et tout. C'est quelque chose qui est pas évident pour moi. Mhm. Et bah, je le fais quand je sais que ce sont des clients qui ont ce besoin-là et je le Mhm. fais. Et si je vais en rendez-vous client, bah, si j'ai un client qui a une manière de communiquer qui est très différente de la mienne, par Mhm. exemple, un client qui va être très dans le détail, très dans la procédure, très dans le process, je vais aller vers ce mode de communication-là. Parce que D'accord. j'ai besoin de fidéliser mes clients et j'ai besoin d'avoir une bonne relation avec eux. D'accord. Ok. Non, c'est très clair. On n'aura pas les 5 étapes, mais en même temps, on aura voilà, cette vision globale qui permet vraiment d'aider à décliner finalement l'approche qu'il faut avoir en fonction des clients. Donc non, Ouais. non, c'est très pertinent. Bah, j'espère que les professionnels qui vont nous écouter au moins pourront mettre tout cela en pratique. En tout cas, Bah si oui. ils ont rencontré des difficultés ou ils rencontrent des difficultés en matière de relations clients. Mais en plus, je suis en train de me dire que c'est vrai que ça peut être un podcast tout entier, hein, la relation client, mine de rien. Ah là, oui, Tu vois, oui, oui, ça peut faire l'objet d'une tu vois, série là, de on en parle. podcasts sur 5 jours. Exactement, exactement. Euh, Hard skills vs soft skills. Comment tu vois les choses dans 10 ans niveau formation, là je parle. Hein, niveau formation, recrutement, voilà. On en parle souvent. Je vois beaucoup d'articles aussi, voilà, qui mettent en balance, voilà, ces Mm. deux compétences-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel sera l'avenir dans 10 ans? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le CV,
le parcours scolaire, les diplômes, tout ça, c'est très important. Ouais. Maintenant, quelle place pour justement les soft skills? Je suis pas un visionnaire, hein, donc je suis pas Jacques Attali qui est un visionnaire qui se plante, Oui, mais qui s'estime être un visionnaire. Donc je ne suis pas un visionnaire, donc si je me plante, écoute, c'est parce que je ne suis pas un visionnaire. aucun problème. On Et a on, tous et on réécoutera dans 10 ans. Voilà, exactement. On, j'ai l'impression que en France, en tout cas, on on a de plus en plus conscience qu'il est important d'avoir une formation continue tout au long de sa carrière Mhm, et que cette formation continue concerne essentiellement les soft skills. Bien mhm. sûr, il faut continuer à se former techniquement sur plein de choses si on a besoin, Oui. mais on est dans une société aussi qui est de plus en plus une société de service. Et donc, la société de service, bah, c'est une société où les soft skills sont mis en avant. Mhm, Donc, je pense que le mouvement qui est amorcé, qui est de, bah voilà, on valorise de plus en plus les soft skills avec le petit hiatus que je donnais tout à l'heure en disant bah oui bon c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on voit et puis sur le terrain des fois c'est un peu différent. J'ai mhm, le sentiment, j'ai l'espoir que que ça va se réduire et que finalement ce qui va se passer sur le terrain va être conforme au discours. Et si ce qui se mhm, passe sur le terrain est conforme au discours, alors naturellement, il y aura de plus en plus de valorisation des compétences soft skills, de formation autour de ça, des mhm, formations de plus en plus diversifiées aussi. Hein, on le vit depuis 7 mois, depuis 8 mois maintenant. Il y a mhm. vraiment ce côté où faut le faire aussi en visio, faut le faire en Et- e-learning, faut le faire en plein de choses. C'est de moins en moins en présentiel. mhm, Il y a des choses qui nécessitent du présentiel, la prise de parole en public quand on rentre dans trouver pour chacun des vrais outils qui seront personnalisés comme voilà la projection de la voix par exemple ou l'ancrage au mhm, sol. On mhm. peut acquérir des choses sur des e-learning, D'accord. mais à un moment donné, quand on veut vraiment passer l'étape au-dessus et progresser vraiment, 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 il faut qu'il y ait du présentiel. Donc, il y a des choses qui nécessiteront toujours du présentiel. Mhm. Et heureusement. Oui, oui, heureusement. Parce qu'effectivement, le 100% en ligne tue. Ah ouais, moi j'ai du mal, hein, depuis 8 mois à me dire, ah ouais, on fait beaucoup de en ligne. Je fais pas de Mhm, prise de parole en public en ligne, sauf quand il s'agit de travailler autour du module, de structurer efficacement sa prise de parole. Mais, mhm, euh, mais, euh, mais sinon, je fais pas de en ligne autour de la voix, autour du visage, du mhm. corps, tout ça. Bien sûr. Bon, après, comme disait l'autre, l'homme est un animal social, hein, naturellement. Donc, de toutes les façons, le 100% en ligne, de façon générale, il est bien évidemment à bannir. Je pense qu'on Ouais. sera vraiment dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on sera vraiment dans un modèle mixte. Et là, pour le coup, 100% mixte. Hum, hum, C'est-à-dire hum. du 50-50, voire du 60-40. Mais en tout cas, on sera vraiment dans cette logique mixte-là. Euh, les soft skills, dernier point, hein, parce qu'effectivement, pendant que tu parlais, je pensais à ça. Euh, tu sais, aujourd'hui, les étudiants, à la fac, que ce soit au lycée ou même d'ailleurs au collège, hein, je veux dire, cette introduction des notions soft skills, justement, penses-tu que dans 10-15 ans, elles auront de plus en plus leur place dans ces environnements scolaires et universitaires? Ben, si je pars de ma propre expérience, Mhm, j'ai 44 ans, donc je suis né en 76, donc je suis rentré au collège dans les années 80, j'ai fait mes études dans les années 90, et je me souviendrai toujours, je crois, du premier exposé que j'ai fait devant l'ensemble de la classe. C'était en mhm, quatrième, c'était sur l'art roman et l'art gothique, donc un sujet bien, bien pointu, l'art roman et l'art gothique, et on était 3 à faire cet exposé, et je me mhm, rappelle très bien que quand on a fait cet exposé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu. On a vraiment lu du texte écrit, donc on a oralisé du texte écrit, mais c'était pas du tout fait c'est pour de normal. l'oral. Pour la quatrième, c'est normal. Hein. Bah, c'est-à-dire que c'est ce qu'on faisait à l'époque en tout cas. Oui, Et on a eu une très bonne note parce que on a tout dit sur l'art roman et sur l'art gothique. Donc on a eu une très bonne note et finalement la performance orale n'a pas du tout été jugée, n'a pas du tout été notée. Ce qui a été noté, c'était est-ce qu'on a bien dit tout ce qu'il fallait sur ce sujet. en effet. Et donc je fais un saut dans le temps parce que moi j'ai 2 enfants qui ont 11 et 9 ans. Mhm, Donc là, ils sont en
sixième et en CM1. Et l'année dernière, ils ont tous les deux dû faire un exposé. Donc l'année dernière, mon fils était en CM2 et ma fille était en CE2. Et mon fils a fait un exposé sur le général de Gaulle. D'accord. Et ma fille a fait un exposé avec une copine. Elle a fait un exposé sur les chats. Et là, les institutrices, elles ont vraiment mis en avant même que les exposés soient faits, quoi. Enfin, dans la préparation, elles ont mis en avant le fait que le critère oral allait être important. Parler suffisamment fort, articuler suffisamment. Enfin, que voilà, un exposé, c'était d'abord de l'oral. Et même l'institutrice de mon fils, donc qui était en CM2, avait expliqué que il pouvait utiliser un support, donc un PowerPoint, quoi. Mais elle avait bien précisé qu'il était très important qu'il n'y ait pas trop de texte sur le PowerPoint et que vraiment c'était une performance orale. Formidable, quoi. Donc voilà, c'est que dans les écoles primaires, même maintenant en France, on travaille autour de la performance orale et on dit la performance orale, c'est important. Et en école, voilà, moi je suis intervenu dans plusieurs écoles autour de l'oral, des écoles, je veux dire des écoles post-bac. Oui. Et c'est un sujet qui est qui maintenant est mis en valeur dans les écoles post-bac, ce qui n'était pas vraiment le cas. Moi, quand j'ai fait mes études, j'ai fini mes études en 97. J'ai quasiment très peu fait d'oral pendant mes études. Et donc voilà, ça vient. Et au bac cette année, si on arrive à passer le bac cette année, il y aura un grand oral. C'est génial, ça y est, ça vient. Monsieur Blanquer est critiqué de toutes parts pour plein de choses à juste titre, mais en tout cas, il a mis en place le grand oral du bac. Ça, c'est très, très bien. Et même d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler. Tu pourras retrouver ça sur YouTube. J'étais invité chez Jean-Jacques Bourdin. C'était en février. Avant qu'on soit tous confinés. Ce sujet-là était là, le grand oral du bac. Donc, j'ai été invité pour en parler chez Jean-Jacques Bourdin. Voilà. Ouais. On va aller retrouver la vidéo, notamment ceux qui nous écoutent, comme ça, ils verront ton intervention et qui, j'en suis sûr, a été très pertinente, comme toujours. Et pour compléter, moi, j'ai eu la chance de vivre pendant 2 ans aux États-Unis. En 2008 et 2009, à l'époque, j'étais ingénieur en informatique et j'ai travaillé chez Google. Donc, c'était une expérience incroyable. Et donc, à New York, c'est intéressant parce que c'est vraiment la ville la plus cosmopolite au monde. Le monde entier se rencontre à New York. Et ce qui était intéressant, c'était de voir à quel point les Américains sont très, très forts en prise de parole en public parce qu'ils ont appris gamin, parce que c'est vraiment leur mode de vie, parce que c'est comme ça qu'ils ont été obligés de faire depuis que l'Amérique a été colonisée. Ils ont bien été obligés de parler ensemble avec des pays, des gens de pays différents. Ça a été colonisé par les Français, par les Anglais, par les Hollandais, et par les Italiens. Les gens devaient parler ensemble et voilà. Donc ils ont appris à gérer l'oral de manière efficace. Et les Américains sont très très forts sur la prise de parole en public. Et je constatais quand je travaillais là-bas à New York que les Européens étaient beaucoup moins forts, beaucoup moins forts. J'ai fait aussi ce constat. Hein. Ouais, donc, tu as travaillé là-bas aussi un peu. Non, j'y suis allé, j'y suis allé régulièrement jusqu'à la crise, effectivement, jusqu'à la Covid et le confinement notamment. Mais oui, enfin, je veux dire, tous les gens que je connais là-bas, ils sont particulièrement doués, comme par hasard, sur la prise de parole. Donc, oui. C'est assez drôle de voir effectivement à quel point c'est le cas, mais bon, je pense que historiquement, bon, comme tu l'as dit, hein, il y a des raisons historiques et qui font bien évidemment que on développe en tout cas ces compétences naturellement en grandissant. Donc c'est peut-être pas encore le cas en France, mais en tout cas, ça me rassure ce que tu me dis. Ça progresse. Ça progresse déjà au niveau du collège, donc c'est bien. J'ai hâte que ça arrive au niveau des universités parce que c'est vrai que les facs c'est très compliqué, c'est pas évident. En juin, je vais intervenir à Dauphine pour un master sur la prise de parole en public. L'année dernière, je suis intervenu dans une école qui s'appelle l'école de management de Normandie pour des premières années où il y a eu de la prise de parole en public. Le pôle Léonard de Vinci à la Défense a aussi créé tout un cursus autour de la prise de parole en public. Donc, il se passe quand même des choses. Oui. Franchement, ça fait plaisir et vraiment, je le dis pour nos auditeurs, hein, vous aurez un cours de Pascal Aumont sur justement la plateforme Juriste de demain.
qui Voilà. portent sur ce sujet. Donc, je vous invite à vous connecter et à aller suivre ce cours qui vous permettra vraiment voilà, de vous améliorer en prise de parole en public. Pascal, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était un vrai plaisir. On est arrivé au terme de l'émission et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire avec toi. Merci à toi, Tony. Et puis, écoute, je te dis à très vite, hein, puisque effectivement, on travaille ensemble dans le cadre du Juriste de demain, puisque tu es notre professeur aussi sur la plateforme. Eh oui, donc à très vite, avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.